Il est de 9h10, l'heure pour moi de passer la main à Louis Dauphren et de partir en week-end. C'est Bonjour, la quille Louis. pour vous. C'est la quille, à lundi. Étienne qui a assuré brillamment cette matinée-là tout au long de cette semaine. Pas sans vous, Louis, jamais Voilà. sans vous. On va écouter, on Allez. forme un duo maintenant, si c'était un couple là. Allez, c'est le débat du jour. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Oui, faut-il le rappeler, vous pouvez participer à ce débat du jour avec direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Comme chaque matin, eh bien nous commentons. Ouais, ça fait beaucoup de com quand même, les uns à la suite des autres. Nous commentons l'actualité avec des sujets que nous avons sélectionnés pour vous. Nous parlerons des relations entre la France et l'Algérie. Faut-il revoir les accords de 68 ? Les relations sont tendues, mais quelle est la ligne que la France peut choisir réellement sur ce dossier compliqué, dossier sensible ? La mort de Rémi Fraisse avec la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France pour violation du droit à la vie. Vous savez, c'était le barrage de Sivins, des manifestations très violentes qui avaient entraîné donc la mort de ce manifestant qui s'opposait à ce barrage. Et puis, nous parlerons des États-Unis. Deviennent-ils moins religieux ? On parle beaucoup des mutations aux États-Unis, enfin de Donald Trump qui fait muter la politique américaine avec un caractère imprévisible assez fort. Eh bien, nous verrons les tendances lourdes de la société américaine, en particulier du point de vue religieux. Voilà pour le menu. Et ce matin, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean de Saint-Chéron. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Philippe Clanchet va arriver dans un instant et je le présenterai quand il sera là. Il collabore à diverses publications, notamment Témoignages chrétiens et Réforme. Quant à vous, Jean de Saint-Chéron, vous êtes auteur, vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment sur Blaise Pascal. Et puis le dernier, c'est sur Yvonne de Malétroit, Yvonne Beauvais. Yvonne Aimée de Malétroit, à laquelle vous avez consacré une biographie chez Grasset, qui marche pas mal d'ailleurs. Ça marche bien, oui, je peux pas me plaindre. Oui. Ça veut dire que le spirituel attire un public peut-être aussi un peu nouveau ? Oh, ça, je sais pas. Comment l'évaluez-vous ? Je crois que les gens ont été, beaucoup, d'après les retours que j'ai, dans un public aussi bien chrétien que non chrétien. Donc effectivement, vous faites bien de soulever la question, Louis. Qu'est-ce qui attire dans cette figure ? Je crois que c'est d'abord une histoire tellement extraordinaire que... c'est lire la vie d'Yvonne Beauvais, c'est lire un roman d'aventure avant toute chose, avant toute considération d'ordre religieux ou pas. Enfin, c'est une très grande résistante avec des faits spectaculaires qui ont émaillé sa vie. Donc effectivement, il y a quelque chose de fascinant. Absolument. Et je me posais la question de savoir si l'Église, justement, pendant qu'on en parle un instant avant que Philippe arrive, je me posais la question de savoir si aujourd'hui l'Église avait un petit peu rouvert le dossier à la demande de l'évêque de Vannes, d'ailleurs. En tout cas, l'évêque de Vannes pousse la chose avec espérance, je dirais. Je sais que les sœurs du couvent de Malétroit également espèrent grandement que la cause puisse avancer et aboutir à Rome, mais c'est difficile d'obtenir des informations sur ce terrain-là. Vous savez que le dossier avait été fermé de manière très très brutale par Rome, justement, il y a maintenant plus de 60 ans pour le cardinal Ottaviani, en 1960. Qu'est-ce que ce sera rouvert dans les années ou décennies qui viennent ? Ça, Dieu seul le sait, mais ce qui est sûr, c'est que... moi, j'avais fait le pari avec ce livre que c'était une figure qui pouvait être réhabilitée et puis dont sans doute l'histoire extraordinaire et puis la figure tellement attachante, sympathique, à la fois héroïque mais aussi très très touchante, d'une finesse spirituelle et humaine hors norme, pouvait séduire un public contemporain. Et visiblement, c'est un pari réussi. Donc... puisse l'Église entendre ce message jusque dans les arcanes du dicaster pour la cause des saints. Je pensais aussi, puisqu'on a mis au menu de ce débat du matin, les États-Unis deviennent-ils moins religieux ? Je me posais la question de savoir si le témoignage, l'histoire édifiante, l'histoire héroïque de certaines personnes qui ont eu des faits extraordinaires et un contact mystique très fort, est-ce qu'aujourd'hui c'est une proposition religieuse qui marche auprès d'un public en recherche ? C'est ça aussi un petit peu la question, de savoir si on écoute moins l'institution, on regarde plus du côté des grandes figures. Elle-même d'ailleurs avait été convaincue en quelque sorte par Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, mais alors ça c'est dangereux de raisonner comme ça, parce que certes les grandes figures de sainteté, et peut-être encore plus quand elles sont des grandes figures de l'ordre de la vie mystique, entourées de phénomènes inexplicables ou spectaculaires,
peuvent être attirantes pour les foules pour de mauvaises raisons. Il y a le côté l'illuminisme, le côté spectaculaire ou théâtral de certaines vies, qui fait que, comme on dit dans le sud de l'Italie, les gens croient davantage à Padre Pio qu'à Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais il y a sans doute un petit peu de ça, c'est-à-dire que la vie, disons que les miracles ont tendance à fasciner les foules ou une certaine dévotion, et en réalité, c'est pas le cœur de la foi. Donc, je pense que l'Église a raison, malgré tout, d'être très prudente avec les mystiques gratifiés, potentiellement ou supposément gratifiés de phénomènes extraordinaires, parce qu'on sait combien au cours de l'histoire il y a eu d'imposteurs, de gourous, de manipulateurs qui se sont fait passer pour des mystiques et qui en fait ne cherchaient qu'à prendre la lumière. Voilà, donc il ne faut pas que ces figures-là attirent pour de mauvaises raisons. Et surtout qu'elles attirent à elles. C'est-à-dire que tout saint attire au Christ et au seul vrai Dieu. Donc voilà, c'est un peu... C'est bien si ces figures intriguent, amènent à se poser des questions et pourquoi pas à considérer quel est l'évangile qui a bouleversé cette vie. Mais il ne faut pas que les miracles deviennent une fin, la fin en soi d'une quête personnelle, par exemple. Ça, c'est sûr que c'est dangereux. Allez, encore un point là-dessus. Jean de Saint-Chéron, sur Yvonne Aimée de Malétroit. Elle a été décorée par le général de Gaulle. Elle a reçu toutes les médailles possibles et imaginables. C'est amusant de considérer que les nations, la République, les pouvoirs laïques l'ont honorée alors que l'Église... canonisée, vous voulez dire. L'ont canonisée, alors que... Elle a été canonisée par la République, elle est encore dans le placard par les Anglais et par les Américains. Et effectivement, l'Église est plus lente. Ce qui est amusant, c'est de voir la force de frappe de l'Église catholique, finalement, quand elle a décidé d'effacer la mémoire de quelqu'un. C'est assez extraordinaire de se dire que, alors que Yvonne Beauvais était pas une superstar, parce qu'il y a eu beaucoup de grands résistants qui ont été honorés après la guerre, mais enfin une résistance de premier ordre, dont Kessel parle dans Le Bataillon du Ciel. Il relève une anecdote qui lui avait été rapportée par le colonel Bourgoin, quand elle déguise des parachutistes en bonne sœur. Bon, il faut dire que c'est une scène suffisamment romanesque pour faire le délice de Kessel. Mais par ailleurs, le fait qu'elle soit décorée en personne par le général de Gaulle venant en personne dès juillet 45, qui se déplace en Bretagne et tout ça, c'est la marque du fait qu'elle était très connue, que son nom circulait, etc. Et puis à partir de 1960, le décret d'Ottaviani, c'est terminé. Et aujourd'hui, quasiment plus personne ne la connaît, à part quelques aficionados, quelques dévots de la figure d'Yvonne Aimée. Il n'y a jamais eu de grande biographie majeure chez un éditeur d'ampleur nationale, etc. Bon, là, évidemment, Malétroit chez Grasset est venu corriger le tir, enfin, contre la en cancel 2025. Culture. Voilà, absolument. La cancel culture Et c'est vrai ecclésiale. que c'est amusant de voir la force de frappe du Vatican. Quand Rome décide d'effacer des tablettes de l'histoire une figure, ben, visiblement, ça marche assez bien. Voilà. Jean de Saint-Chéron. Et donc, voilà, évocation d'Yvonne Beauvais, Yvonne Aimée de Malétroit, sur laquelle il a écrit chez Grasset. Philippe Clanchet est arrivé, journaliste et contributeur de plusieurs publications, dont Témoignages chrétiens, Réforme. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et merci d'être là quand même, parce que vous avez fait les frais des transports qui vous amènent, d'où venez-vous, de Château-Thierry, je crois. Tout à fait, oui. Voilà. Alors écoutez, on va passer à l'actualité qu'on a sélectionnée aujourd'hui. On va commencer par l'Algérie. La position française, ou plutôt les positions françaises, sont quelque peu jugées illisibles par le pouvoir algérien, qui estime être la cible d'une cabale et qui paraît en attente d'une intervention du président français Emmanuel Macron dans la plus grave crise, dit-il, depuis la fin de la guerre d'indépendance. C'est ce que disent les éditorialistes algériens. Alors Emmanuel Macron est en ce moment au Portugal. Il s'est exprimé sur la vassalisation vis-à-vis des États-Unis dont il faut sortir. Il estime que on est dans une mauvaise spirale en quelque sorte en Europe par rapport aux protecteurs américains et qu'il faut devenir en quelque sorte adulte si on suit son raisonnement. Est-ce qu'il faut sortir aussi d'un certain infantilisme à l'égard de l'Algérie ou d'une vision peut-être
complexe. C'est un peu toujours du « je t'aime, moi non plus ». Qu'est-ce que vous pensez de cela, Philippe ? Oui, c'est éminemment complexe. Et dans cette affaire algérienne, le problème, c'est que dans les deux camps, il y a aussi des questions de politique intérieure. C'est très clair que la position de la France et du gouvernement actuellement fait attention, parce que c'est le sujet de la migration. C'est un sujet sensible dans les négociations avec l'extrême droite. Donc actuellement, on veut faire aucun cadeau à un pays qui représente un vecteur d'immigration depuis très très longtemps. Donc la position française, elle est beaucoup marquée par ça. Et en face, du côté algérien, le mépris du colonisateur est un principe qui a toujours fonctionné, et tous les gouvernements jouent là-dessus pour essayer de masquer leur incapacité peut-être à développer le pays. Enfin, le drame de l'Algérie, c'est que les jeunes continuent à vouloir quitter le pays, alors que ce pays a des ressources, a des moyens, une dynamique. Voilà. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a ces problèmes d'économie, de distribution des ressources en interne, c'est très facile pour le gouvernement d'accuser la France. Donc dans les deux cas, il y a des enjeux intérieurs qui viennent se greffer sur un vrai problème, qui est comment gérer les relations qui sont très particulières entre les deux pays. Jean de Sacheron. Oui, la situation est compliquée, difficilement lisible, comme vous le disiez. Si on veut, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe, mais de manière plus immédiate, actuelle, là, c'est vrai qu'on peine même à savoir quelle est la position du gouvernement. C'est-à-dire que entre le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, on a l'impression que c'est pas tout à fait la même ligne. Le Premier ministre, là, le Premier ministre s'est lancé depuis quelques jours, semble-t-il, dans une sorte de bras de fer, c'est-à-dire qu'il lance un ultimatum. On va dresser une liste du nombre de ressortissants algériens sous OQTF dont la France intime l'ordre ou intimerait l'ordre à l'Algérie de les reprendre sur son territoire national. Et François Bayrou, là, a d'ores et déjà, pour le coup, annoncé que si cette demande de la France n'était pas acceptée par Alger, alors il pourrait y avoir à court terme une remise en cause de l'accord du traité de 68. Voilà. Bon, on sait que tout ça ouvre des questions juridiques très très compliquées. Il n'est pas aisé de remettre en cause un accord international. D'ailleurs, pour rappeler les choses, pourquoi est-ce qu'il est si compliqué ? Parce que dans les propos de Café du Commerce, on dit mais c'est invraisemblable que la France ne soit pas capable, ne serait-ce que par la loi, de revenir là-dessus. On rappelle qu'il y a une hiérarchie des normes et que l'accord de 68 étant un traité international, précisément, il est situé au-dessus de la loi. Seul le président de la République pourrait dénoncer le traité côté français, et ça impliquerait ensuite, évidemment... ça impliquerait en principe une négociation avec l'Algérie, ou alors on le fait à la dure, mais on se heurterait, disons, aux juridictions internationales qui pourraient dénoncer cette action française. Alors on a le droit de C'est-à-dire que l'Algérie pourrait porter plainte auprès d'une institution de l'ONU, par exemple, etc. Oui, absolument. Alors on a le droit de pas en avoir peur, et puis on n'est jamais parfaitement prisonnier ad vitam aeternam d'un traité international, c'est une certitude. Néanmoins, aujourd'hui, la situation juridique n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et c'est pourquoi, vous voyez, même quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui est pourtant plutôt situé sur la ligne dure vis-à-vis de l'Algérie, des OQTF, des expulsions, voit bien qu'il y a qu'on se heurte à une difficulté d'ordre juridique forte. De la même manière qu'il n'est pas possible, comme certains le prétendent, de purement et simplement remettre un Algérien sous OQTF, mettre un Algérien sous OQTF dans un avion et de le faire atterrir à Alger, parce que bien souvent les ressortissants algériens sous OQTF n'ont pas de papier. Donc ils ne seront pas accueillis en Algérie, enfin ils ne passeront pas la frontière, et pour qu'ils puissent passer la frontière, il faut qu'un consulat leur délivre un visa consulaire qui vaut carte d'identité, si vous voulez. Mais sauf que les consulats algériens rechignent, peinent, voire refusent strictement de délivrer de tels visas consulaires.
Philippe Plancher. Il faut vraiment que les deux gouvernements, et là effectivement, ce que dit Jean Juste, c'est au niveau des chefs d'État que ça se joue. Il faut que la confiance revienne entre ces deux pays. C'est pas durable une telle difficulté. Alors on sait qu'il y a l'histoire de l'accord sur le Sahara occidental, hein, où de façon assez inexplicable pour beaucoup d'observateurs de ce dossier, alors que la situation était un petit peu bloquée, on était dans un flou juridique international sur ce territoire revendiqué à la fois par le Maroc et par l'Algérie. Ce flou, comme ça arrive des fois en politique internationale, ça a aidé tout le monde, ça a évité de faire monter les tensions, et la décision un peu brutale, un peu autoritaire du président Macron fait que l'Algérie a trouvé une raison de plus d'en vouloir à la France. Donc peut-être qu'en revenant un petit peu là-dessus, avec un petit peu plus de diplomatie, d'accord, on pourrait réussir à avancer, parce que je pense que tout le monde a à perdre dans cette affaire-là. D'autant que les relations entre le président Macron et le président Tebboune étaient bonnes, en réalité, jusqu'à cette déclaration malheureuse du président Macron sur le fait que le Sahara occidental est... alors malheureuse, et marocain, mais malheureuse pour l'Algérie, ouais. Oui, c'est sûr que ça a envenimé les choses. C'est l'origine de la crise dans laquelle on est. Hein. Oui. Vous ajoutez à ça 5 mois plus tard l'affaire Boualem-Sansal et voilà on en est. Qui lui, le pauvre, est un dommage collatéral de ces tensions diplomatiques. C'est pas très. Non, je pense qu'il faut trouver une solution par le haut, par la diplomatie, et essayer de remettre en branle aujourd'hui tout un tas de traités qui datent quand même. Ça me paraît très très périlleux. Bon, accessoirement, ça rappelle qu'il existe encore des traités internationaux et que certaines personnes essaient de les respecter. Ça, c'est un petit message pour d'autres leaders politiques qui actuellement font ce qu'ils veulent de la planète. Mais bon, il faut trouver une solution, parce que je pense que tout le monde a à y perdre. La France a à y perdre aussi, parce que les Algériens qui sont ici, on en a besoin. Enfin, une certaine main-d'œuvre immigrée, qualifiée, on en a besoin. Enfin, dans énormément d'hôpitaux, on voit le nombre de praticiens qui viennent du Maghreb et tout ça. La France ne peut pas se permettre de bloquer la situation de tout un tas de gens qui ont un passeport algérien aujourd'hui. Ouais. L'histoire de la France et l'Algérie est très compliquée, mais il faut aussi revenir et rappeler que le fameux traité de 68, dont on dit qu'il accorde aux Algériens des droits exorbitants, alors certes, les Algériens ont accès à des visas longue durée plus facilement que beaucoup de ressortissants d'autres nationalités, mais le traité de 68 durcissait les conditions des accords d'Évian, en fait. C'est que les accords d'Évian, c'était une liberté de circulation France-Algérie, donc en 62, pleine et complète, qui évidemment avait été pensée pour les pieds noirs. Mais en réalité, comme tous les pieds noirs ont quitté l'Algérie dans les 6 mois ou dans l'année qui a suivi l'indépendance du pays, en 68, on a finalement renégocié les choses avec l'Algérie pour durcir un petit peu quand même les conditions et que ce soit plus aussi fluide, que les frontières soient moins littéralement ouvertes. Mais on était vraiment à une autre époque, à une époque où il y avait un appel de manœuvre dans les usines françaises. Absolument. Et où tous les étrangers, notamment du Maghreb, des anciens territoires, des anciennes colonies françaises, étaient les bienvenus. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Voilà. Bruno Retailleau, en 2 mots, joue sa crédibilité sur ce dossier. Philippe Plancher. Il est sur une position de fermeté. On sait très bien qu'il joue l'aile droite et que Bayrou, lui, essaie de calmer. Parce que si l'intérêt de Bayrou, c'est d'essayer d'être à peu près respecté et de faire des accords au moins de non-censure, à défaut de bienveillance avec la gauche, on ne peut pas en rester qu'avec la ligne de Retailleau. Donc c'est toujours ce subtil équilibre de ce gouvernement. Mais la position de Bayrou, malgré tout, n'est pas extraordinairement lisible, je trouve, parce qu'il prétend vouloir renoncer à toute tentation d'escalade ou de surenchère. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis. La Maison de la Fenêtre. Un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03. Certifié Qualibat et RGE. Des frais de santé bien remboursés et pas trop chers, efficaces, la Mutuelle Saint-Martin propose des options adaptées à tous les budgets. Des remboursements
remboursement sous 48 heures et un suivi en ligne. Elle se charge de résilier votre mutuelle actuelle. Fraternelle, elle répond à vos demandes par téléphone. Une adhésion sans condition d'âge ni examen médical et à partir du 3e enfant, les autres cotisations sont offertes. D'inspiration chrétienne, elle est ouverte à tous. Mutuelle Saint-Martin, efficace et fraternelle depuis 75 ans. Devis au 03 28 76 36 34 ou mutuellesaintmartin.fr. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Bonjour, au revoir, merci s'il vous plaît. Autant de petits mots qui rendent la vie plus agréable en société. Mais comment faire comprendre la politesse aux enfants? À partir de quel âge commencer? Sous quelle forme? Et puis que faire si votre enfant n'arrête pas de dire des gros mots? On en parle ce vendredi dans une rediffusion de Je pense donc j'agis avec Vincent Bellotti. Rendez-vous dès 10h. À 9h30, les infos, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Négociation des partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Le Premier ministre réaffirme que si personne ne se met d'accord, on en restera au système antérieur défini en 2023. François Bayrou annonce que le référendum pourrait être une issue en cas de blocage. Dès le premier jour de concertation hier, le syndicat Force ouvrière a déjà claqué la porte. Les victimes de violences physiques et sexuelles à Bétharram ont lancé un nouvel appel au témoignage hier. Elles sont en colère contre la prescription couvrant l'essentiel des faits qu'elles dénoncent. Elles exhortent la congrégation qui dirigeait cet établissement privé à sortir du mutisme. Arrêt du projet autoroutier Castres-Toulouse. Le tribunal annule l'autorisation environnementale du chantier A69. Une victoire pour les militants écologistes et une situation ubuesque pour le ministre des Transports. Philippe Tabarot va demander un sursis à l'exécution de cette décision inédite. L'État va faire appel. Donald Trump assure éprouver beaucoup de respect pour Volodymyr Zelensky. Après l'avoir pourtant qualifié de dictateur la semaine dernière, le président américain doit recevoir son homologue ukrainien à Washington aujourd'hui. Cette rencontre portera notamment sur un accord sur les minerais ukrainiens et sur la question de l'issue de la guerre en Ukraine. Grève générale en Grèce, des milliers de personnes s'apprêtent à manifester aujourd'hui pour commémorer la collision ferroviaire il y a 2 ans. Cet accident a fait 57 morts et nourrit le mécontentement contre le gouvernement Mitsotakis. Les négociateurs israéliens, qataris et américains poursuivent aujourd'hui les discussions au Caire. Au cœur des négociations, la 2e phase de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Celle-ci doit débuter dimanche. Elle prévoit la fin définitive de la guerre. Et enfin, les chaînes télé C8 et Énergie 12 vont s'éteindre sur la TNT ce soir. C'est une décision inédite du régulateur de l'audiovisuel. Les 2 chaînes ont reçu au moins 52 sanctions de l'Arcom. Cyril Hanouna annonce rejoindre le groupe M6 en septembre. L'animateur qui avait aura une émission télévisée quotidienne sur W9 ainsi qu'un programme sur Fun Radio. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Ah, je me suis laissé déborder tout à l'heure et Jean de Saint-Chéron n'a pas pu finir sa phrase sur l'Algérie. Vous avez quand même conclure sur le sujet, sachant qu'on avait quand même des infos à faire passer, qu'on a commencé ce débat avec un petit peu de retard sur le sujet prévu. Jean de Saint-Chéron, éditeur, essayiste et auteur. Je rappelle qu'il a publié sur Yvonne Aimée de Malétroit. Et puis Philippe Clanchet, habitué aussi de ce débat, journaliste. Jean de Saint-Chéron, on voulait parler sur l'Algérie avant de clore la question. On voulait revenir sur la question des OQTF. Oui, alors, il y a 2 choses qu'on n'a pas eu le temps de dire dans cet empressement, me semble-t-il. C'est qu'on a pointé du doigt qu'il y avait quand même un danger fort juridique pour la France. Et puis, par ailleurs, il serait absolument pas de bon goût de se brouiller avec l'Algérie quand on connaît l'histoire de 2 pays, de se brouiller gravement avec l'Algérie de manière irrémédiable, au moins à moyen terme, par une dénonciation unilatérale des accords de 68. Ça semble extrêmement brutal. Et donc, on n'a pas parlé de la solution qui serait celle de la révision qui est prévu par le traité. Et le traité de 68 peut être révisé. Alors évidemment, il faut un accord des 2 parties, mais c'est une option qui semble être privilégiée par certaines voix au sein du gouvernement. Et si Bruno Retailleau, lui, demande une dénonciation pure et simple, quelqu'un comme Elisabeth Borne, par exemple, est une fervente militante de la voie de la révision. Et alors,
sur ce que vous disiez à l'instant, Louis, sur les OQTF. Alors, il faut rappeler, les OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. On sait que les OQTF sont très peu appliqués en France, hein, effectivement, parce que comme on le voit avec l'affaire algérienne, c'est compliqué de renvoyer tout simplement des gens dans leur pays, en particulier quand ils n'ont pas de papier et que aucun visa consulaire ne leur est délivré. Mais ce qui est l'étincelle qui a déclenché, outre les affaires du Sahara occidental et Boualem Sansal dont on vient de parler, c'est évidemment l'attentat de Mulhouse et ce Brahim A, un ressortissant algérien en situation irrégulière, qui était sous EQTF et que 14 fois la France a cherché à renvoyer en Algérie par la voie de la réadmission, et 14 fois sa réadmission a été refusée par les autorités algériennes. Donc là, évidemment, la situation ne peut pas rester telle qu'elle est aujourd'hui, et un dialogue entre les autorités au plus haut niveau, hein, comme le disait Philippe tout à l'heure, il faut que les présidents soient capables de se parler et de s'entendre aujourd'hui. Hein. Philippe Clocher, un dernier mot là-dessus. Non, ça s'impose quand même de faire quelque chose, parce que l'opinion ne comprend pas en fait qu'on n'arrive pas à faire respecter ce qui relève du droit, tout simplement. Oui, non, il faut vraiment reprendre le dialogue, faire une grande visite et une grande réconciliation. Nos chefs d'État savent le faire quand il y a nécessité. Allez, on va passer à notre deuxième sujet. On va croiser deux sujets d'ailleurs. La Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné hier la France pour l'opération de maintien de l'ordre menée par la gendarmerie qui avait provoqué la mort de Rémi Fraisse, 21 ans, c'était en 2014 lors d'affrontements autour du chantier du barrage de Sivins dans le Tarn. Et puis l'autre info que vous avez pu entendre évidemment tout à l'heure au cours du flash, c'est l'A69, l'autoroute entre Toulouse et Castres, dont le chantier a été interrompu par la justice administrative. D'autres grands projets d'infrastructure ont été arrêtés en France ces dernières années, la plupart sur décision politique, et ça pose la question de savoir si on peut mener à bien des chantiers. Sont-ils fondés, ces chantiers? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais on est obligé de croiser les deux parce qu'on a le sentiment que une sorte d'émergence militante, d'action militante arrive à bloquer, à l'image de Notre-Dame-des-Landes, hein, qui a joué sans doute un rôle important, des chantiers voulus peut-être par l'opinion ou par l'État, sait-on, ou des entreprises aussi privées. Philippe Clocher. Oui, effectivement, il y a deux sujets là-dedans. Il y a la question de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut aménager le pays, et est-ce qu'on peut, comme il y a 50 ans, faire ces très grands projets routiers, autoroutiers, de bétonisation qui prennent l'espace et tout ça. Est-ce qu'on peut encore faire ces projets-là alors que tout le monde dit que la planète est en danger, que les écosystèmes sont en difficulté, et que, à la limite, tout hectare qui est pris à la nature posera des problèmes aujourd'hui et demain. C'est ce débat qui est mis en avant par les militants écologistes, et comme ils ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus et que les discours qu'on entend depuis 50 ans sur ce danger-là n'arrivent pas jusqu'aux oreilles des politiques qui, eux, ont d'autres enjeux, qui est d'aménager, qui est d'aller plus vite, qui est d'aller plus fort, avec l'opinion qui globalement suit cette idée d'aménagement, les militants écologistes, au bout d'un moment, devant le silence et l'incapacité de changer de braquet, de concevoir la société, ils passent à des actions qui sont un petit peu plus rudes. Alors c'est ce qui est arrivé effectivement au barrage de Sivins. On pense à toutes les ZAD qu'on a depuis des années. Et face à ce problème-là, il y a une autre difficulté qui est que depuis 10 ans, il y a effectivement beaucoup plus de morts par violence policière qu'il n'y en avait. C'est-à-dire que là, tous les ans à peu près, il y a autant de morts qu'il y en a eu dans toute la décennie 68 et 70. En mai 68, il y a eu un mort, alors que la France était à feu et à sang. Là, régulièrement, il y a un problème de maintien de l'ordre. Donc on croise les deux phénomènes dans l'actualité que vous évoquiez, Louis, c'est-à-dire à la fois le fait que l'Europe la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu un niveau un recours à la force potentiellement meurtrière sans garantie, défaillance de l'encadrement dans la préparation et la conduite des opérations. Grosso modo, c'est un raté. Alors pourquoi la justice française n'a rien vu de mal à ce qui s'était passé? Pourquoi la Cour européenne pense que la France est en tort? C'est une question. Et puis effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, peut-être une certaine sagesse, alors ça c'est une prise de position peut-être personnelle, fait qu'on préfère arrêter l'autoroute Castres-Toulouse, qui est très chère, qui n'est pas d'une utilité, plutôt que d'aller à l'affrontement et qui a encore des incidents et potentiellement des morts. Jean de Saint-Chéron.
Alors sur la question de... Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Philippe, et il faut être capable de prendre les questions et les sujets avec un petit peu de champ et de hauteur de vue. Et effectivement, quand ça s'inscrit dans des décennies de mise en garde, de militantisme pacifiste, etc., il y a certaines situations dans lesquelles des gens qui sont absolument convaincus, et parfois à bon droit, du fait que des décisions politiques sont contraires à l'intérêt général ou au bien commun. Alors je dis pas... Je ne suis pas pour la désobéissance civique, c'est pas à ça que j'appelle, mais en revanche, malgré tout, on peut comprendre, tenter de comprendre, essayer de voir ce qui se joue dans ces actions militantes parfois musclées. Un bon exemple de ça, si on veut prendre encore du champ, c'est le fameux rapport sur les limites à la croissance, qui était le fameux rapport Meadows des années 70, qui avait été commandé par le Club de Rome, qui avait été comme une espèce de détonation, de coup de tonnerre dans le monde occidental consumériste et croissantiste. Ça avait fait énormément de bruit. Les titres de presse avaient titré pendant plusieurs semaines sur le fait qu'on allait entrer dans une nouvelle ère où en fait notre mode de vie n'était plus soutenable, etc. Puis en réalité, au bout d'un an ou deux, tout le monde avait oublié le rapport Meadows, et puis on avait continué comme en 40 à consommer, à produire, à bétonner, en se disant que sans doute les générations futures se préoccuperaient à notre place des conséquences funestes de ce mode de vie insoutenable dans une planète finie. C'est ce qu'on oublie toujours, c'est que notre planète, elle a des ressources finies. Elle n'est pas absolument illimitée. Il y a une certaine quantité de pétrole, une certaine quantité d'oxygène, une certaine surface de terre émergée, et on ne peut pas croître indéfiniment comme si on n'allait jamais se prendre le mur. Voilà. C'était un peu ça que le réchauffement climatique, c'est la même chose. C'était contre ça que le rapport Meadows, qui était un rapport, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas des rapports de militants excités, c'est des scientifiques dans leur laboratoire universitaire américain qui font des calculs sur un ordinateur et qui disent voilà, telle croissance de la population, telle croissance économique, telle production, etc., ça produit des drames. Quand ça fait des décennies qu'il y a des scientifiques sérieux qui ont remis en cause, ont mis en garde, et finalement ça tombe ensuite entre les mains, au bout du compte, de militants peut-être un peu moins scientifiques, un peu plus excités, mais qui en gros ont compris les conclusions dangereuses des scientifiques et qui disent mais pourquoi est-ce que les gouvernements n'agissent pas? Donc voilà. Ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est pour essayer de comprendre, en le remettant dans un contexte plus large, pourquoi Rémi Fraisse était ce jour-là, il y a 10 ans, sur le barrage de Sivins, alors que lui, d'ailleurs, apparemment, n'était pas un excité. C'est ce que les enquêtes auraient montré, c'est que c'était un très gentil botaniste de 21 ans qui était là pour planter une plante rare. Bref. Donc là, ça c'est pour comprendre le côté Fraisse. Voilà. Ensuite, du côté... Au bout du compte, vous acceptez en fait qu'une minorité puisse s'imposer? Non, j'accepte rien du tout. Parce que les castrés, on n'en parle pas, mais il y a quand même des castrés qui étaient favorables à cette autoroute, qui allait peut-être désenclaver Castres, créer des emplois, etc. Il y a ça le aussi, soutien populaire par rapport à la 89 était très mitigé. La 69. Il était très mitigé parce que des gens disaient que c'était extrêmement cher, qu'on avait toujours fonctionné autrement. Donc je pense pas qu'il y ait eu tant que ça une unanimité. Les élus étaient d'accord parce qu'ils y avaient vu le côté chantier, donc le côté travail, le BTP, tout ça, c'est des aspects. Et je peux comprendre que pour un élu, on lui propose un truc qui va utiliser 100 personnes pendant 4 ans, on lui dit on le fait ou on le fait pas, il va dire on le fait. Enfin, c'est le court-termisme de nos politiques. Et de même que quelqu'un qui fait cette route-là va se dire peut-être que pendant 10 ans, ça va améliorer ma vie. Je vais peut-être gagner 5 minutes pour aller où je vais. Voilà. Mais si on se met une réflexion moyen terme et long terme, quelles seraient les conséquences de tels projets? Oui, tout à fait. Et puis pour revenir donc sur la question des débordements des forces de l'ordre, je crois que l'un des points notamment qui est pointé par la CEDH, parce qu'il faut rappeler donc que l'État avait été quand même condamné pour responsabilité sans faute
par la justice administrative, Oui. mais responsabilité quand même. Hein. La responsabilité sans faute, ça existe en justice administrative depuis toujours. Qu'est-ce que ça veut dire si vous avez le frein d'un camion poubelle qui lâche et que c'est la faute de personne, l'État dédommage la vitrine, le propriétaire du magasin dont la vitrine a été cassée par le camion poubelle, mais personne n'est jugé coupable. Voilà. Et là, en l'occurrence... Responsable mais pas coupable. Voilà, responsable mais pas coupable, c'est exactement ça. Responsabilité sans faute. Et là, c'est ce à quoi l'État a été condamné. Donc il y a eu quand même une indemnisation des familles des victimes. Alors évidemment, c'est un drame affreux. Et là, la CEDH a jugé qu'il y avait une faute. Donc c'est là qu'il y a un revirement jurisprudentiel du côté de la Cour européenne. Pourquoi ? En particulier parce que l'usage de la force aurait été disproportionné. Il y aurait eu aussi un manquement à des obligations de prudence parce que bref c'était mal éclairé, donc il tirait un peu à l'aveugle. Il y avait un problème de lumière. Il y a eu un problème de lumière. Un problème de commandement. Et puis les grenades OFF1, je crois, qui étaient utilisées par les forces de l'ordre à ce moment-là, sont jugées. Et d'ailleurs, elles ont été supprimées très vite après, par François Hollande lui-même, qui quelques mois après a dit qu'on a arrêté parce que nous étions un des très rares pays à continuer à les utiliser et nous savions que ces grenades étaient potentiellement extrêmement dangereuses pour la vie des manifestants. Mais ça veut dire, en fait, Philippe Clanchet et Jean-Luc Saint-Chéron, que sous la mandature d'Emmanuel Macron, quand même, le maintien de l'ordre s'est largement militarisé et que les Gilets jaunes ont pu aussi être une illustration en fait, de ce durcissement du maintien de l'ordre. Je sais pas, parce que là on du barrage de Sivens. Oui, parce que 2014, c'était Bernard Cazeneuve, c'était un gouvernement de gauche. Je pense que c'est globalement... En 10 ans, la tendance n'a pas changé. C'est pas parce qu'il y a eu Sivens que la tendance s'est inversée. Justement, il y a un aspect intéressant du jugement de la CEDH, qu'on va moins mettre en avant parce qu'il est moins spectaculaire, c'est que la Commission relève que des modifications substantielles ont été mises en place face aux lacunes législatives et réglementaires, organisationnelles et opérationnelles relevées au cours de l'enquête. Ça veut dire que la CEDH, qui dit que ça avait pas bien été fait en 2014, reconnaît que depuis, il y a eu des progrès. Donc, voyons peut-être les côtés positifs. Effectivement, on a dit que... il y a quand même eu des personnes éborgnées par les forces de l'ordre. Il y a toujours, mais je pense qu'il y a une réflexion et qu'on ne peut pas dire non plus que les autorités politiques et policières ne traitent pas du tout le dossier. Il y a encore eu depuis des incidents, effectivement, vous le disiez, Louis, pendant les Gilets jaunes et d'autres manifestations. Et globalement, le niveau de violence dans les manifestations augmente des deux côtés. Alors, je ne parle pas de la manifestation écologique, mais il y a beaucoup de manifestations où il y a effectivement de la violence dirigée contre la police, qui peut justifier une certaine tension. Et voilà, simplement, je pense que depuis ce que nous dit la CEDH, c'est qu'il y a quand même des progrès, donc voyons les points positifs. Ce qu'il faut espérer, c'est que la décennie qui vienne fasse en sorte qu'on puisse manifester, puisque c'est quand même un droit constitutionnel majeur, qu'on puisse manifester sans avoir peur et que les parents puissent ne pas trembler quand leurs gamins vont à une manif pour être sûr qu'ils rentreront déjà, et de préférence avec leurs deux yeux et leurs deux jambes. Il faut aussi que les manifestants jouent le jeu, parce qu'il y a aussi une escalade de la violence côté manifestants. Avec il peut y avoir. Alors, des systèmes de pièges dans les ZAD, on a pu voir aussi que... Il y a des choses comme ça. Alors là, les dernières manifestations, Castres-Toulouse, là, c'était plutôt c'est ce qu'on appelait des écureuils, des militants qui montaient dans les arbres. Et là, je pense que pour pour un gendarme, déloger quelqu'un qui est dans un arbre, ça pose des problèmes de responsabilité, de risque d'accident bien plus fort que quelqu'un qui est à pied. La contestation s'est aussi professionnalisée largement. On va parler des États-Unis à présent pour notre troisième sujet, à l'image d'une enquête qui a été menée par le Pew Research Center, une grande enquête sur le paysage religieux américain qui nous intéresse, dont La Croix s'est fait d'ailleurs l'écho. Elle a été publiée mercredi, donc 26 février, c'est tout à fait récent, et qui décrypte le processus de sécularisation aux États-Unis. On en avait déjà parlé parce que le phénomène avait déjà été observé et il est suivi depuis quand même un certain temps. C'est un petit peu comme les questions climatiques ou de température. Il y a des marqueurs en quelque sorte qui permettent aux scientifiques de se repérer et de voir quelles sont les grandes tendances qui se meuvent dans une société. On a traduit
traditionnellement l'idée que les Américains sont beaucoup plus religieux que les Européens et que le religieux s'exprime sous quantité de formes aux États-Unis. Mais il y a aussi un progrès de ce qu'on appelle les nones, les personnes qui se disent sans religion. Alors cela arrive dans un contexte où Donald Trump prend beaucoup l'offensive sur l'échiquier international, à voir si les États-Unis deviennent un petit peu comme l'Europe de ce point de vue-là, ce qui serait à l'inverse, si on peut dire, du côté géopolitique, où il y a une très forte distinction entre l'Europe et les États-Unis aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis rejoignent un petit peu l'Europe? Est-ce que c'est abusif de le dire? Jean de Saint-Chéron. Déjà, je pense que nous avons une vision un peu mythifiée de la religiosité américaine. Et parce que le président américain élu prête serment sur la Bible, nous considérons qu'il ne s'agit pas d'un État laïque et que la religion est partout comme une évidence, une quasi-théocratie. Moi, je force le trait volontairement. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a un peu cette vision, une espèce du fait que un président américain, les hommes politiques américains avec les Américains eux-mêmes dans la vie courante, civile, au travail, sont totalement décomplexés vis-à-vis des questions religieuses. C'est peut-être plus ou moins vrai, mais en revanche, ça nous ferme les yeux sur la réalité des tendances lourdes s'agissant de la foi des Américains qui correspondent très très largement à ce que nous avons observé en Europe ces 50 dernières années, tout simplement. Là, vous parlez de cette étude américaine qui vient de voir le jour en février 2025, mais vous pourrez trouver des papiers qui ont 5 ans ou 10 ans qui pointaient déjà exactement les mêmes choses. J'ai retrouvé un papier là, des années 2010 qui montrait que déjà l'essor des nones était montré comme un phénomène quasiment inéluctable avec le croisement des courbes. Les nones qui déjà au milieu des années 2010 étaient devenus plus nombreux que les protestants traditionnels aux États-Unis. Là, apparemment, c'est avec la courbe du catholicisme qu'il devrait y avoir un croisement. Ça correspond tout à fait à ce qu'on voit en Europe occidentale, d'autant plus que quand on regarde la sociologie de ces fameux nones. Alors je rappelle que les nones, c'est ceux qui ne se disent rattachés à aucune religion. Et alors parmi les nones, il y a ceux qui se déclarent athées strictement, c'est-à-dire qu'ils professent le fait qu'il n'y a pas de Dieu, mais en fait ils sont une toute petite minorité dans les nones. Il y a également ceux qui sont agnostiques, mais ça ne savent pas bien. Et en réalité, l'immense majorité des nones, ils ne s'y intéressent pas. C'est-à-dire que c'est un non-sujet, ce sont des indifférents à la question religieuse. Et quand on regarde la sociologie de ce groupe-là, c'est comme chez nous, enfin comme en Europe occidentale, essentiellement des jeunes, des gens diplômés, plutôt les blancs, parce qu'aux États-Unis, les statistiques ethniques ne sont pas interdites comme chez nous, donc on peut regarder les statistiques ethniques. Et donc, je dirais, il n'y a pas d'énorme surprise, c'est que ça correspond à la grande dynamique de la société occidentale matérialiste. L'âge médian des nones, c'est 38 ans. Il représente également 44% des Américains nés dans les années 90, 43% des jeunes nés entre 2000 et 2006. Philippe Clonchet. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean. Il n'y a pas de grande surprise à voir tout ça. Je pense que dans notre façon, effectivement, de voir la religion et le christianisme aux États-Unis, on regarde effectivement des choses qui sont de l'ordre de la pratique. Je pense que le taux de pratique est plus fort que nous, et surtout le sentiment d'appartenance communautaire. On a l'impression que tous les Américains, ils ont comme appartenance une famille, un parti politique, un club de foot et une église. Enfin, que ça fait partie de l'identité. Donc, ils se reconnaissent très. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi toutes les images qu'on a, que dans certains milieux américains, dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils ont un truc, que ce soit en famille, en entreprise, hop, on fait une prière. Ça, c'est un truc qui est tout à fait fascinant dans la société américaine. Dans un meeting politique, par exemple, on va faire des prières, alors que c'est totalement, c'est totalement pas notre culture européenne. Mais effectivement, sur ce qu'est la foi vraiment, le fondement, la relation à Dieu, à la transcendance et la façon de voir le monde qu'on pourrait avoir avec ce qu'on appelle, nous, les valeurs évangéliques, là, il n'y a plus grand-chose. Hein, vous la qualifiez de superficielle?
J'ai l'impression qu'il y a plus d'écart entre du rituel, enfin je veux dire des pratiques de rituel. On le voit dans toutes les séries américaines, les gens tous les dimanches ils vont à l'office en famille. Enfin il y a une espèce de truc culturel qui est peut-être en train de partir. Même si je crois que c'est de moins en moins vrai malgré tout. Alors c'est peut-être de moins en moins vrai. Là on se fait peut-être des idées, mais bon quand on peut voir le lien entre ce type de comportement et puis les choix qu'on peut prendre dans la vie, les choix économiques ou les choix politique. Bon, là, il y a plus rien qui est très très sérieux. On a un petit peu l'impression qu'effectivement, on est en fin de quelque chose. Je crois que l'appartenance communautaire et religieuse, elle a marqué aussi l'histoire de ce pays. Ce pays s'est construit comme ça. Les rivalités entre catholiques et protestants, c'est aussi des histoires de rivalités, de communautés de migrants qui sont arrivés à différents moments. Donc ça a été structurant. En fait, je pense que les églises ont été éminemment structurantes dans le pays. Elles le sont encore sans doute pour les migrants, pour les communautés migrantes, comme elles le sont chez nous en Europe, à qu'avoir nos communautés chrétiennes, on observe ça. Donc voilà, il y a des choses de cet ordre-là, oui. Je lisais une étude sociologique très intéressante à ce propos-là sur les phénomènes de migration. C'est que la religiosité américaine s'est accrue dans les périodes de forte immigration. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que quand vous quittez votre pays, que d'une certaine manière vous perdez tout, enfin qu'en fait vous faites un pari énorme sur l'avenir, vous vous déracinez, vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, sur une terre qui n'est pas la vôtre, au milieu d'une culture qui n'est pas tout à fait la vôtre, vous vous raccrochez à quoi ? Naturellement, beaucoup à la religion. Parce que c'est là que vous allez mettre votre confiance, c'est une espèce de ticket pour l'avenir, et puis en fait, après quelques générations, en réalité, vous êtes installé, ce pays est devenu votre pays, et donc comme n'importe quel autre, vous êtes vous avez moins d'angoisse matérielle, moins d'angoisse existentielle, et donc peu à peu, vous vous détachez de la religion comme vous y accrochez comme une boîte de sauvetage. Et on peut rajouter l'aspect communautaire, effectivement. Quand on arrive dans un pays, on va retrouver les siens, ses proches, et qui sont souvent, mais ça on le voit aussi en France, dans la communauté religieuse, où on va retrouver une unité de langue et de culture, et effectivement, au bout de quelques générations, même phénomène que la question de la transition démographique, on va prendre les pratiques du pays telles qu'elles sont. Pourtant, si on prend le cas de la France, cela contredit le discours selon lequel il y a un échec de l'intégration pour les 3e, 4e générations, et que les premières générations d'arrivants en France étaient quasiment plus intégrées que ne le sont leurs enfants. C'est un discours qu'on entend beaucoup en France. Hein. Alors, oui, en particulier pour les Algériens dont on parlait tout à l'heure. Là, on parlait de la question de la religion, du rattachement aux religieux. Mais vous disiez, la religion est un mécanisme en fait d'intégration et de réassurance quand on arrive dans un pays étranger. Et donc mécaniquement, on se fond dans ce pays étranger qui devient le sien. Mais c'est pas forcément le cas pour la. Mais si on s'y fond, mais là je prenais l'exemple américain qui n'est pas parfailes transposable en France. La question de la religiosité. Pourquoi d'ailleurs on pourrait la question de la religiosité, par exemple, chez les immigrés ou les personnes issues de la 2e ou 3e génération d'immigrés d'origine musulmane dans les banlieues françaises. C'est une question délicate. Moi, j'ai pas les chiffres sociologiques sous les yeux. C'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. Je sais pas. Il y a une espèce sans doute de sentiment d'appartenance, peut-être qui est rattaché à l'islam, mais à quel point est-ce que ça relève d'une foi sincère J'ai du mal à y croire. Enfin, je veux dire. Ce qui va être intéressant de voir, c'est de voir est-ce que les chrétiens qui portent vraiment les valeurs chrétiennes et les valeurs de l'évangile, comment aujourd'hui ils vont se positionner par rapport à des responsables politiques, vous voyez où je veux en venir, qui se disent chrétiens et qui ont des politiques qui sont à l'opposé d'un des principes de base. Je reviens aux États-Unis, bien sûr. Alors, des principes de base. Ça va être intéressant de voir comment les chrétiens, alors on parle des évêques catholiques, mais c'est valable aussi pour les autres grandes familles chrétiennes, comment les élites et les personnes, les croyants, vont se positionner par rapport à ces engagements. Je pense au désengagement de l'aide humanitaire à travers USAID et bien sûr le rapport aux migrants. Ça peut être un test aussi de qu'est-ce que c'est qu'être vraiment chrétien aux États-Unis. Et
il y a un autre tout petit point en dehors de la question de l'immigration que j'ai lu dans une étude sociologique récemment, enfin une étude qui a moins de 10 ans, qui montre qu'aux États-Unis, plus on est diplômé, plus on remet en cause ses croyances religieuses. Et alors c'est étonnant que c'est pas tant l'accroissement de ses connaissances scientifiques qui remet en cause la croyance religieuse, c'est le fait que d'entrer à l'université nous arrache au petit milieu dans lequel nous étions et nous fait côtoyer des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui ne croient pas comme nous, et au bout de quelques années, en fait, il y a une dissolution de la foi qui s'opère. Et ça, vous dites que c'est un point clé qu'on peut observer. Près de 6 Américains sur 10 demeurent chrétiens toutefois, si je puis dire. 62% exactement. En diminution, 78% en 2007, 71% en 2014. Donc il y a un mouvement qui toutefois serait stabilisé. En tout cas, ceux qui ne revendiquent aucune affiliation religieuse sont en progression. Et ça doit évidemment nous alerter à l'image de cette étude sur sachant le paysage religieux américain. Ça ouvre aussi la porte à ce qu'on appelle les nouvelles spiritualités. Parce que j'ai vu qu'il y avait 60% des nones qui disaient croire en une autre puissance supérieure. Alors voilà, donc ça ouvre le champ des possibles. Ça pose la question de savoir ce que l'on mesure précisément. C'est-à-dire, c'est justement qu'est-ce que l'on fait entrer. De croire en une puissance supérieure, ça n'est pas une religion. Ça ne relève pas du religieux. Les nouvelles spiritualités peuvent représenter des éléments structurants. La question éternelle des limites de la sociologie religieuse et de comment on peut dire quelque chose vraiment d'une population sur sa foi profonde. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Jean de Saint-Chéron et à Philippe Clanchet. Jean de Saint-Chéron, écrivain, chroniqueur à la Croix, qui travaille à l'Institut catholique de Paris. Et Philippe Clanchet, journaliste collaborateur à Réforme et à Témoignages chrétiens. Le débat du jour tous les matins entre 9h et 10h.